Alors bonjour Ronan, Bonjour. donc j'ai fait ta connaissance en fait aux rencontres handicap et numérique à l'Annester la semaine dernière où le LabFab était présent. On n'a pas eu le temps de beaucoup faire connaissance parce que c'était assez effervescent. Et donc on a eu la bonne surprise en fait de te voir arriver ici à Rennes au LabFab aujourd'hui. Et donc peux-tu nous dire un petit peu ce que tu fais et ce qui t'amène du côté des labs à Rennes. Alors moi, je suis infographiste 3D sur Blender, en fait. C'est un logiciel libre. Et donc, c'est l'esprit l'esprit du libre, c'est de partager. Et donc, j'ai- je cherche à rencontrer, en fait, les, euh, les gens qui sont un peu dans cet esprit-là. Je suis allé voir les, les gens de l'atelier Arduino de Plumeur, du Makerspace 56 En Morbihan donc. dans le Morbihan, voilà, dans ma région. Moi, j'habite à Plouay, le Makerspace 56 est à Vannes, au, local. Ils ont un local au VIPE de Vannes, Ah oui. au pôle technologique. Et j'ai rencontré. Mais bon, les premières personnes que je suis allé voir, c'est l'association Rhizome, Mhm. qui est basée à Saint-Philibert. Je cherchais d'abord des groupes d'utilisateurs de Linux. Euh, et donc, j'ai cherché sur Internet, je suis tombé sur Tucbian, donc c'était plus vraiment d'actualité. Je me suis rabattu sur Rhizome. Et là, je suis allé voir. J'ai découvert des gens très sympas qui font des ateliers serveur web, mail. Et je suis allé. Et par l'intermédiaire, j'ai rencontré Gilles Lecouster aussi, de l'association Défi, avec qui je suis allé animer un petit. Bah, que j'ai que j'ai croisé sur le festival interceltique aussi, au village solidaire. Et chemin faisant, j'essaye de voir un peu, d'aller rendre visite à toutes les personnes de la région. Demain, je serai avec mes amis de Linux Quimper. Bonjour à Pierrot et aux autres. Et Pierre Commange. hein, C'est Pierre Commange. Pierre Bazin. Ah, Pierre Bazin. Et bonjour à Jean-Christophe aussi. C'est bien, les bons jours sont passés. Et donc, je sais en fait une chose qui m'a interpellé quand tu m'as donné ta carte de visite à l'Annester, c'est que en fait Blender c'est aujourd'hui un gros standard mondial, on va dire du logiciel libre utilisé non seulement pour la modélisation mais pour l'animation 3D, voire même la création de jeux vidéo, etc. Et quand même, permettez-moi de vous dire, messieurs dames, collab, on a l'honneur d'accueillir Ronan, parce que également Ronan est l'auteur d'un livre de référence, Blender 2.6. Et dis-moi, entre le fait d'être passionné et le fait d'aller jusqu'à la rédaction d'un livre qui permet d'utiliser Blender, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et puis ensuite, un petit peu, qu'est-ce qui t'amène depuis ces images, ces modèles 3D, ces conceptions, jusqu'au lieu de fabrication numérique? Alors, d'abord, ben, j'ai j'ai grandi avec les images de synthèse, quelque part, j'ai été un peu fasciné par ça, les films de Pixar, comme tout le monde. Et moi, je suis venu à Blender avec naïvement l'idée de réaliser un petit film d'animation avec. Et bon, c'est pas franchement à la portée des gens parce faut avoir la puissance de calcul nécessaire pour produire des milliers d'images, pour faire un petit court métrage d'animation. Mais je suis venu à apprendre le logiciel en allant sur Internet. Euh, Tout seul. Voir en autodidacte, en allant voir les ressources qui existaient à l'époque.
Et donc, je me suis familiarisé avec. Je suis rentré en contact avec la communauté web autour du logiciel. Donc pour les francophones, c'est surtout le Blender Clan, mais aussi un peu le zoologique. Et donc, en répondant aux questions des forums, donc en allant chercher sur le wiki officiel, je maîtrise un petit peu l'anglais, donc les réponses que les gens ne trouvaient pas forcément, que les purs francophones ne trouvaient pas forcément, j'ai appris le logiciel comme ça, donc j'ai fini par devenir une espèce de double du wiki, et, donc à partir de la version 2.5 en fait, ils ont décidé de changer totalement l'interface de Blender pour en fait libérer la puissance du logiciel parce qu'il était un peu à l'étroit dans son interface. Et à ce moment-là, j'ai la documentation, toute la documentation qui avait été faite par rapport à l'ancienne interface devenait obsolète. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui justement T'es perdu. Qui essayaient de s'y mettre en fait. Parce que c'était à l'époque où justement les machines commençaient à devenir plus puissantes. Et donc, même si c'est pas à la portée de tout le monde de faire des animations, tout le monde peut faire des images. Donc, et des petits jeux vidéo. À la base, Blender, le modèle économique, c'était un logiciel qui était gratuit et les gens devaient payer pour pouvoir publier leurs jeux de vidéo en ligne. Mais à l'époque, ça s'est cassé la figure parce qu'à l'époque, justement, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc tout le monde ne pouvait pas faire de mode de jeu, assumer la partie web. Et donc ça s'est cassé un peu la figure à cause de ça. Et le gars qui était responsable du développement de Blender a fait un appel à la communauté et en quelques semaines, il a réussi à récupérer des fonds pour libérer le code de Blender et en faire un logiciel libre. Donc le logiciel le plus important au niveau 3D, donc le GIMP, l'équivalent GIMP de la 3D en fait. Et donc c'est vrai que c'est un logiciel un peu fourre-tout. Et donc dernièrement, comme ils ont voulu changer l'interface, au moment où les gens commençaient à s'y mettre, il y avait un besoin d'expliquer aux gens comment Blender fonctionnait. C'était aussi à l'époque où Autodesk rachetait ses concurrents à cause de la crise économique. Donc il y a beaucoup de personnes qui connaissaient des logiciels comme Ceci, Maya, qui se sont dit bon bah je veux pas voir Autodesk, je veux pas qu'ils massacrent mon interface, je veux pas qu'elle ressemble à celle de 3ds Max. Donc ils se sont tournés vers Blender. Alors le problème c'est que ils sont arrivés franco pour interroger les développeurs et leur dire ce serait bien si Blender faisait ça. Et là j'étais assez frustré parce que les développeurs essayaient d'améliorer l'outil qui était le super outil qui était Blender, et il y avait beaucoup de gens qui leur posaient des questions sur ce serait bien que vous mettiez telle chose dans Blender, sauf que comme c'était des gens qui venaient d'autres logiciels, ils y allaient franco, ils connaissaient pas du tout Blender. Et donc ils demandaient des choses qui existaient déjà. Et là je me suis rendu compte, mais c'est pas possible, il faut absolument informer les gens. Donc j'ai passé beaucoup de temps bénévolement en fait à répondre à ces gens-là en anglais sur le site Blender Artist. Et parallèlement à ça, j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu un contrat pour travailler déjà sur Blender, ce qui est assez rare en fait, parce que le marché du logiciel de 3D, c'est vraiment 3ds Max, Maya. C'est ce qu'on apprend dans les écoles, c'est-à-dire que c'est pas encore quelque chose, c'est pas un réflexe d'apprendre Blender encore dans les écoles de graphisme. Donc, alors que c'est le logiciel que... En France, parce que moi j'étais à Bamako et j'ai vu un organisateur de barcamp sur Blender au Sénégal, donc sur l'île de Gorée exactement, au large de Dakar, qui s'appelle Genova et qui s'occupe du Linux User Group
sur Dakar, et qui m'a raconté et montré des photos. Ils étaient 150 sur Blender, qui là-bas par contre est le standard enseigné pour des raisons de coût de licence. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la personne qui va vouloir faire simplement de l'illustration, elle n'a pas besoin d'une bête de concours comme 3ds Max. Je ne veux pas dire en fait que ces logiciels propriétaires sont mauvais. C'est juste qu'ils coûtent assez cher quand même. Et pour quelqu'un qui fait juste des petits jeux ou des choses pas très ambitieuses, Blender suffit largement. C'est-à-dire que Blender, comme ils ont réécrit l'interface, il y a encore des petites choses qui sont à la traîne. Ils sont parfois en avance. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que pendant assez longtemps, en fait, les autodidactes préféraient faire leur dépliage UV, donc en fait, c'est les coordonnées des textures sur le maillage. Ils préféraient faire ça dans Blender, alors que moi, je suis allé apprendre Max aussi. J'ai fait une formation professionnelle sur 3ds Max pour voir un peu plus loin que ce que je pouvais trouver sur le web, sur Blender en fait. Et donc j'ai voulu faire une formation 3D. Donc, à l'époque c'était 3ds Max. Donc c'est vrai que les formations 3D sur Blender ça arrive. Mais du coup, donc j'ai appris des petites choses. Et j'ai perdu le fil. Ouais, mais c'est pas grave. Mais en fait, une question. Là, quand même, j'estime que tu connais très bien Blender. Enfin, je veux dire, tu es quand même un membre de la communauté historique. Tu as écrit un bouquin là-dessus, en français. Tu es infographiste 3D. Tu maîtrises également le logiciel propriétaire. Donc là, on est dans la modélisation, dans l'animation, etc. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on a la bonne surprise de te voir au Lab Fab de Rennes alors que tu es à Plouay et dans un Fab Lab en projet? Alors, moi, j'ai entendu parler en fait des imprimantes 3D et je vous ai vu à la Nester. Donc, pour la première fois, en fait, c'est la première fois que je voyais une imprimante 3D. C'est-à-dire que j'avais l'habitude d'envoyer des modèles à un site pour faire du prototypage et ils m'envoyaient les modèles. Et 3D, donc des modèles réels. Donc en fait, modèles. Voilà, c'est ça. Donc tu commandais en fait ton impression 3D, tu envoyais le fichier, tu le recevais à domicile. Voilà, exactement. Et donc je voulais voir ce que les RepRap pouvaient donner. Et donc j'ai fait le tour en fait des Fab Labs. Parce que justement, je m'étais déjà tourné sur les GUL en fait. Et, donc, les groupes d'usagers de Linux. Voilà, et donc j'ai entendu parler dire ah bah un tel il a une RepRap, un tel est en train de se monter sa RepRap. Donc on sent qu'il y a un élan. Il faut que j'aille voir en fait, parce que de toute façon ces gens-là ils vont avoir besoin de connaître un logiciel de 3D pour imprimer leur modèle. Absolument. Donc je me suis dit il faut que j'aille discuter avec eux, voir s'ils connaissent Blender, et s'ils l'utilisent, et si jamais s'ils ont des envies, et si je peux leur apporter quelque chose, autant qu'ils sachent que j'existe en fait. Et donc on sait que tu existes, on est ravis de te voir, et très rapidement, ce que je te disais, c'est que en fait ici au lab, on a eu la surprise de voir que l'imprimante 3D, qui pour nous était au départ une espèce de symbole pour expliquer le processus des objets libres, en fait aujourd'hui on a plus de 80 heures de file d'attente dessus, donc il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent s'en servir, et il y a beaucoup de gens qui en construisent aussi autour du lab. Et je te disais aussi qu'on a un souci, c'est que beaucoup de gens veulent qu'on leur modélise des objets, alors que nous, notre souci, c'est de leur apprendre à modéliser. Et donc ça veut dire qu'on sent qu'il y a, au travers des imprimantes 3D, des gens qui n'utilisaient pas forcément du 3D du tout sur écran, en dehors de la consommation de jeux vidéo ou sur les sites internet, qui en fait ont vraiment le désir de passer de l'idée de l'objet à la modélisation et à l'impression. Donc est-ce que tu penses qu'il va y avoir, par exemple, est-ce que tu penses que ce serait intéressant de développer, par exemple, des initiations, formations à des outils comme Blender au travers des réseaux de Fab Lab Breton, puisqu'il y a 6 labs bretons aujourd'hui? Moi, justement, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Moi, je suis vraiment dans cette optique-là, en fait. C'est-à-dire que j'en reviens, justement, j'ai retrouvé le fil que j'ai perdu. C'était... beaucoup de gens connaissaient les logiciels propriétaires et
et demandait aux développeurs d'intégrer les outils qu'ils connaissaient dans Blender. Et justement, moi, mon souci, je trouvais que Blender était génial et j'avais un peu peur que justement il dénature les outils que je trouvais excellents pour les remplacer par d'autres qui n'étaient pas forcément très bien. Parce que c'est l'effervescence au niveau des utilisateurs autour d'un logiciel comme Blender, c'est aussi l'effervescence au niveau des développeurs. C'est-à-dire que il y en a qui sont étudiants, donc ils contribuent à Blender de façon momentanée, et c'est souvent d'autres personnes qui viennent reprendre le projet. Donc il y a des gens, heureusement, des développeurs historiques qui constituent un noyau dur qui reste, mais personne n'a vraiment une connaissance totale du logiciel. Parce que c'est un monstre. C'est comme GIMP, c'est un monstre. Ils ont intégré récemment un module de tracking. Et donc le tracking vidéo, c'est ce qui permet dans les films à effets spéciaux en fait, de faire un personnage comme Iron Man en 3D, de l'intégrer dans une séquence filmée, pour qu'il n'y ait pas un décalage entre la scène 3D et le mouvement de la caméra réelle. Et donc ce module de tracking là, on le bidouille un peu et on peut en faire un scanner. Il y a un gars qui a utilisé, qui a développé des outils en fait, et qui a couplé ça avec Blender afin d'avoir un scanner 3D. Un scanner 3D en fait. Alors, sujet qui intéresse beaucoup de gens en ce moment dans les hackerspace et les Fab Labs. Nous-mêmes, on a fait des essais et on sait qu'il y a Victor, par exemple, Lemoine à Brest, qui fait de la bonne qualité en scan 3D. Il y a l'essai technique de Cesson ici, qui va construire 2 scanners 3D. Et ça, c'est des sujets en effet qui sont importants. Ronan, tu peux nous dire peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Blender où télécharger le logiciel et où se procurer ton livre? Alors, Blender, il a très récemment eu un changement de moteur de rendu et justement de module de tracking dont je parlais. J'ai pas eu le temps d'en parler dans mon livre parce que c'est quelque chose qui continue à évoluer, et donc c'était impossible de fixer, l'interface n'était absolument pas fixée, et donc c'était impossible de la documenter. Et donc, mon livre parle de tout le reste. Ça donne une espèce d'aspect général de ce que vous pouvez faire avec Blender. Donc, c'est un peu comme un wiki. C'est un peu dans le même esprit que le wiki. Et c'est avec des petits exercices pour vous montrer en fait comment vous servir d'un outil spécifique, d'un outil de modélisation, d'un outil de texture. Et donc, c'est des exercices très basiques, c'est pas des gros tutos avec des projets de A à Z. Et donc vous pouvez trouver mon livre Blender 2.6 sur le site de l'éditeur ENI Édition, ou sur d'autres plateformes de livres, d'achat de livres. Là, il est sur les plus connus. C'est pareil, vous pouvez trouver aussi le livre à la Fnac normalement, ou sur le site de Cultura aussi, donc sur les magasins connus, mais bon, logiquement sur le site de l'éditeur, il devrait être moins cher. En tout cas, Ronan, merci beaucoup. Je vois que tu as encore quelque chose à dire. Vas-y, dis-le. Donc oui, tu m'as demandé où on pouvait télécharger Blender. Oui. Alors sur le site officiel, blender.org, c'est très simple. Quand vous arrivez sur la page, vous avez tout de suite un lien, un download de la dernière version, donc 2.67a à l'heure actuelle, où j'ai écrit le bouquin sur la 2.63. Ça commence à dater un peu, mais on est toujours dans le 2.6. Voilà, l'interface n'a pas et reste quand même globalement à jour. N'a pas trop évolué par rapport au 2.5. Même si non, stop, là tu rentres dans les trucs de spécialistes. Donc, si vous voulez vous initier à la modélisation 3D libre en allant assez loin, avec un outil qui est vraiment va des simples réalisations jusqu'à des choses qui peuvent aller jusqu'au film d'animation ou au scan 3D, et que vous ne connaissez pas déjà Blender, allez sur blender.org. Et si vous voulez apprendre à vous en servir, heureusement en langue française, il y a un livre de Ronan, Blender 2.6, et qu'on est très flatté de recevoir au lab aujourd'hui. Merci pour votre attention. Salut à tous.